Il faut absolument arrêter d'utiliser ces téléphones. On est pourchassés dans le nid, c'est très dangereux d'utiliser son téléphone. Ils ont effacé des photos, des vidéos qu'on avait à l'intérieur de nos galeries. Ils ont bloqué des comptes Messenger et Facebook. Ils sont rentrés sur nos téléphones. Toutes mes vidéos que j'ai partagées en direct où il y avait les violences policières ont été effacées. Je répète, s'il vous plaît, faites attention à vous, et je veux alerter personne, mais c'est très dangereux, nous sommes en dictature, on est pourchassés vraiment, j'appelle vraiment à ce que tout le monde partage mon message et dépêchez-vous de vous réveiller, c'est très très grave ce qui se passe. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la Nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Mais c'est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement réfléchi et délibéré par l'ensemble du gouvernement, un projet qui, selon les termes mêmes du président de la République, a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Alors pourquoi, et ce sera ma deuxième question, avoir fait le choix de dissocier le pacte de la famille? Une famille, mesdames et messieurs les députés, ce n'est pas simplement deux individus qui contractent pour organiser leur vie commune. C'est bien plus que cela. C'est l'articulation et l'institutionnalisation de la différence des sexes. C'est la construction des rapports entre les générations, celles qui nous précèdent et celles qui vont nous suivre. La famille, c'est aussi la promesse, la venue de l'enfant, et celui-ci, justement, nous inscrit dans une histoire qui n'a pas commencé avec nous et qui ne se terminera pas avec nous. En revanche, le pacte civil de solidarité est un contrat qui concerne deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées. Il a pour objet l'organisation de leur vie commune. Nous reconnaissons, sans discrimination aucune, une même valeur à l'engagement de ces deux personnes, qu'elles soient hétérosexuelles, homosexuelles ou qu'elles n'aient d'ailleurs pas de lien charnel entre elles. Il fallait donc trouver une formule qui permettent d'exprimer cet engagement et de le gratifier de nouveaux droits. Mais il fallait aussi bien marquer qu'au regard de l'enfant, couples homosexuels et hétérosexuels sont dans des situations différentes. Je le dis ici devant vous, mesdames et messieurs les députés, la non-discrimination n'est pas l'indifférenciation. Le domaine dans lequel la différence entre hommes et femmes est fondatrice et constitutive de l'humanité, d'ailleurs de sa survie, c'est la filiation. Voilà pourquoi le PACS ne légifère pas sur l'enfant et la famille. Voilà pourquoi, en raison de choix faits en toute connaissance de cause, le PACS ne concerne que le couple et lui seul. Voilà la réalité du texte dont nous discutons aujourd'hui. Enfin, certains ajoutent encore une menace. Le pacte ne serait qu'une première étape vers le droit à la filiation pour les couples homosexuels. Ceux qui le prétendent sont libres d'exprimer leur opinion personnelle, ils n'engagent qu'eux-mêmes. Le gouvernement a voulu, je l'ai dit, et c'est un choix réfléchi et déterminé, que le pacte ne concerne pas la famille. Comment alors pourrait-il avoir un effet sur la filiation? Sur ce sujet, je veux être parfaitement claire. Je reconnais totalement le droit de toute personne à avoir la vie sexuelle de son choix.
Mais je dis avec la plus grande fermeté que ce droit ne doit pas être confondu avec un hypothétique droit à l'enfant. Un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, n'a pas de droit à avoir un enfant en dehors de la procréation naturelle, bien entendu, qui, elle, implique nécessairement un homme et une femme. Les lois récentes sur la procréation médicalement assistée ont été l'occasion de tracer les limites du droit à l'enfant comme source de bonheur individualiste. Elles ont clairement indiqué, et je partage ce point de vue, que les procréations médicalement assistées ont pour but de remédier à l'infertilité pathologique d'un couple composé d'un homme et d'une femme. Elles n'ont pas pour but de permettre des procréations de convenance sur la base d'un hypothétique droit à l'enfant. Je reconnais aussi totalement le fait que des homosexuels doivent continuer à s'occuper des enfants qu'ils ont eus avec un partenaire de sexe différent, même s'ils vivent ensuite avec un ou une compagne de même sexe. En disant cela, j'affirme que la paternité ou la maternité confèrent des obligations qui ne peuvent pas cesser. Mais une chose est de maintenir un lien de parenté déjà constitué entre parents et enfants. Tout autre chose est de permettre, en vertu de la loi, l'établissement d'un lien ex nihilo entre un enfant et deux adultes homosexuels. Dans le premier cas, celui de la parenté constituée par la procréation naturelle, il s'agit d'une solution conforme à l'intérêt de l'enfant qui a le droit de conserver son père et sa mère lorsque ses parents se séparent et quels que soient les motifs de cette séparation ou de l'orientation sexuelle postérieure des adultes. Dans le second cas, il s'agirait de créer de toutes pièces, par le droit, une mauvaise solution. Pourquoi l'adoption par un couple homosexuel serait-elle une mauvaise solution? Parce que le droit, lorsqu'il crée des filiations artificielles, ne peut, mesdames et messieurs les députés, ni ignorer ni abolir la différence entre les sexes. Cette différence est constitutive de l'identité de l'enfant et du sens de cette identité. Qu'est-ce que ça signifie pour moi d'être un homme, d'être une femme? Je soutiens, comme de nombreux psychanalystes et psychiatres, qu'un enfant a besoin pour sa structuration psychique, sociale et relationnelle d'avoir face à lui, pendant sa croissance, un modèle de l'altérité sexuelle, un référent homme et un référent femme. Un enfant adopté, déjà privé de sa famille d'origine, a d'autant plus besoin de stabilité que l'on crée pour lui, en vertu de la loi, une difficulté supplémentaire liée à son milieu d'adoption. Mon refus de l'adoption pour des couples homosexuels, vous l'avez compris, mesdames et messieurs les députés, est fondé sur l'intérêt de l'enfant, sur son droit à avoir un milieu familial où il puisse structurer son identité et épanouir sa personnalité. C'est ce point de vue que je prends en considération et non le point de vue des couples, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels. Je n'ignore pas les procès d'intention non plus sur un éventuel après de cette proposition de loi qui préparerait des évolutions plus fondamentales de notre droit. Ce texte, a-t-on pu lire ici ou là, serait une valise à double fond. Je voudrais dire ici que je m'élève avec la plus grande énergie contre de telles insinuations. Les mots, je crois, ont un sens. Ce vocabulaire de contrebande qui ferait croire que ce texte cacherait autre chose et que vos rapporteurs et le gouvernement exerceraient une fraude à la loi est inacceptable. Le quatrième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut toujours se présenter comme défendant les victimes. On fait toujours des guerres soi-disant humanitaires.
Mais là, la mèche a été vendue hier ou avant-hier, je ne sais plus, par Bernard Kouchner, qui est un pro-interventionniste, et qui a dit devant une télé française, bien sûr que le but c'est de renverser Bachar el-Assad, mais il faut un habillage diplomatique. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour défendre les Syriens, parce qu'en réalité, c'est une guerre qui a été provoquée par les États-Unis et leurs alliés dès le départ, comme Roland Dumas l'a dit. On n'est pas là pour protéger les victimes et pour les empêcher. Au contraire, on veut qu'il y en ait plus pour avoir un prétexte d'intervenir. Et je tiens à rectifier les mensonges qui ont été dits. Le gouvernement syrien est parfaitement d'accord de négocier. Et ce sont les États-Unis, la France et le Qatar qui ont dit non, on ne négocie pas, on veut gagner militairement sur le terrain. C'est-à-dire que Bachar el-Assad a dit qu'il voulait bien négocier. Oui, tout à fait. Et le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, très brièvement, c'est qu'il faut monopoliser le débat et empêcher les opinions adverses. Et donc, on a dans les médias français un alignement sur cette propagande que vous avez montrée là au début. Et quand M. Hérault s'amène en disant « j'ai la preuve sur les armes chimiques » et qui commence par répéter dans son discours pendant des minutes et des minutes tout ce que tout le monde sait et que personne ne nie, et puis qu'à la fin il dit « les services secrets m'ont dit que c'est Bachar », il n'y a aucun journaliste pour dire « oui, mais les preuves un peu sérieuses, s'il vous plaît ». Et donc, quand on voit des gens comme Fabius, comme Bernard-Henri Lévy, comme Hérault ou BHL, qui viennent avoir le courage de bombarder, mais pas le courage de débattre devant des gens qui connaissent le dossier et qui ont les arguments contraires, il faut quand même beaucoup se poser la question. Et j'insiste sur cette question des 5 principes de la propagande de guerre, parce que, et ce sera ma conclusion, l'année prochaine, vous risquez peut-être de m'inviter sur l'Iran, ou sur l'Algérie, ou sur le Venezuela, ou le Congo, ou l'Érythrée, ou le Zimbabwe, et ça va être chaque fois la même comédie, chaque fois avec les mêmes arguments. Il n'y a pas de guerre vraiment humanitaire, il y a toujours des intérêts pour le fric, il y a toujours des intérêts pour les matières premières, et il est temps quand même qu'on se dise, si on veut une humanité solidaire et mettre fin aux guerres, il faut voir qui provoque ces guerres. Le plus incroyable, c'est que le CD-ROM sans lequel, soi-disant, on ne pouvait pas enquêter, la justice le détenait 1 an avant que la presse n'en révèle son existence. Marcel Vervlosen avait envoyé, recommandé le CD-ROM au président de la République, Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, très logiquement, normalement, il avait renvoyé le CD-ROM, il l'avait fait suivre place Vendôme à la Chancellerie. Et c'était en 99, 1 an avant que je sorte mon enquête. Donc la justice française est parfaitement au courant de l'existence du CD-ROM, le possède et s'est assis dessus et n'en a rien fait. Voilà, et tout le monde fait semblant de découvrir. Grand reporter à France 3, Pascal Justice approche la garde des Sceaux pour la mettre devant le fait accompli. Mon caméraman va la filmer, je vais lui dire « Vous avez prétendu que vous n'aviez pas ces documents et que vous vouliez les voir. Or, vous les avez depuis 1 an. Regardez, ce document le prouve. » Et évidemment, à ce moment-là, elle est complètement surprise et elle nie, et elle va faire son meeting. Et le 5e et dernier principe de la propagande, Je voudrais m'arrêter un instant sur l'évolution du mariage, que nous comprenions mieux ce que nous sommes en train de faire. Dans une maison qui aime tant à citer le doyen Jean Carbonnier, je ne vais pas déroger à la règle et rappeler qu'en 1989, à l'occasion des travaux de réflexion sur le bicentenaire de la Révolution, le doyen Jean Carbonnier définissait le mariage civil comme la gloire cachée de la République. Il faisait évidemment allusion aux vifs débats qui ont accompagné l'instauration de ce mariage civil, sa dimension contractuelle, sa durée, c'est-à-dire la possibilité du divorce, puisque à cette époque, 2 religions reconnaissent le divorce, la religion protestante et la religion juive. La religion catholique, qui est majoritaire, déclare le mariage indissoluble. Le doyen Carbonnier considère donc que le constituant de 1791 a bien fait une véritable révolution en instaurant le mariage civil. Et la sécularisation du mariage civil
est donc bien inscrite, consacrée de cette façon dans la Constitution de 1791. Le mariage civil porte l'empreinte de l'égalité. Cette empreinte de l'égalité est marquée par le fait qu'il s'agit d'une véritable conquête fondatrice de la République. Une conquête emportée dans un mouvement général de laïcisation de la société. Cette conquête de la République a marqué toute son importance, essentiellement pour ceux qui étaient exclus du mariage à cette époque. Après la révocation de l'édit de tolérance, dit édit de Nantes, en 1685, les protestants ne pouvaient se marier qu'en procédant secrètement avec leur pasteur. Ils ne pouvaient pas constituer une famille et leurs enfants étaient considérés comme des bâtards. À partir de 1787, l'édit de tolérance sur les mariages protestants va autoriser les prêtres et les juges à officier en tant qu'officiers de l'état civil et à prononcer ces mariages. Il y a donc une première ouverture 2 ans avant la Révolution avec cette reconnaissance du pluralisme religieux et la possibilité donc d'inclure dans le mariage ceux qui en étaient exclus, à savoir les protestants et les juifs. Mais pour l'instant, le mariage n'inclut que les croyants. Il exclut aussi des professions, et notamment les comédiens. Les comédiens parce que la religion proclame qu'elle ne saurait reconnaître les pratiques infâmes des acteurs de théâtre. Et c'est d'ailleurs le comédien Talma qui va saisir la constituante parce que le curé de Saint-Sulpice refuse de publier les bans pour son mariage avec une mondaine, comme on disait à l'époque. Il saisit la constituante et les constituants vont donc décider d'instaurer un mariage civil. Ils vont donc inscrire dans la Constitution, dans l'article 7 du titre 2 de la Constitution de septembre 1791, que le mariage n'est que contractuel et que le pouvoir législatif établira sans distinction pour tous les habitants le mode par lequel les mariages, les naissances, les décès seront constatés. On n'est plus dans l'autorisation, mais dans le constat, donc on est dans la liberté. Seront constatés, il précise que le pouvoir législatif va désigner les officiers qui seront chargés de constater et d'enregistrer ces actes. Cette constatation du mariage civil permet donc d'inclure des croyants non catholiques, mais bien entendu élargie cette fois-là à tous, c'est-à-dire que ce sont tous ceux qui souhaitent se marier qui peuvent disposer des mêmes droits et devoir respecter les mêmes obligations. Cette conception du mariage civil qui porte cette empreinte de l'égalité est en fait essentiellement une liberté. C'est essentiellement une liberté parce que dès l'instauration du mariage, le divorce sera également reconnu. Le divorce sera reconnu dans l'exposé des motifs de la loi de 1792 qui dit que le divorce résulte d'une liberté individuelle qu'un engagement indissoluble, dont un engagement indissoluble serait la perte. C'est-à-dire que puisque le mariage est la liberté des parties, qui n'est pas la sacralisation d'une volonté divine, cette liberté de se marier ne se conçoit qu'avec la liberté de divorcer. Et parce que le mariage va se détacher justement du sacrement qui l'avait précédé, le mariage pourra représenter les valeurs républicaines et intégrer progressivement les évolutions de la société. Le divorce va donc accompagner très vite le mariage, et ce divorce qui va accompagner très vite le mariage sera prohibé en 1816.
dans une ambiance de débat où les courants conservateurs sont dominants et où les libertés, notamment les libertés de femmes, sont en régression. Ce divorce sera rétabli en 1884 par la loi Naquet, mais là aussi dans un mouvement général contraire de laïcisation de la société. Parce que l'évolution du mariage porte très fortement la marque de la laïcité, de l'égalité et de la liberté, telles que ces valeurs ont évolué dans notre droit et dans notre société, dans une relation diachronique qui a connu parfois de très vives tensions. C'est donc dans un mouvement de laïcisation de l'état civil, des libertés individuelles, de la société en général, que le divorce sera restauré en 1884. C'est en effet dans cette décennie que d'autres lois de liberté individuelle, telles que la loi de la presse, la liberté d'association, la liberté syndicale et bientôt la loi de séparation des églises et de l'État vont intervenir. Et en 1975, ce divorce sera consolidé puisque le consentement mutuel sera rétabli, en vous rappelant que le consentement mutuel était déjà reconnu en 1792 et même l'incompatibilité d'humeur. Le mariage, donc, accompagné du divorce, reconnaît la liberté, mais aussi la liberté de ne pas se marier. Et c'est pour ça qu'il est possible et que la loi reconnaît les familles en dehors du mariage et que progressivement, la loi va ajouter la reconnaissance des enfants des familles en dehors du mariage. Parce qu'en effet, ce mariage qui a réussi à se détacher du sacrement va se détacher aussi d'un ordre social qui est fondé sur une conception patriarcale de la société. En vous présentant aujourd'hui ce projet de loi qui contient des dispositions ouvrant le mariage à droit constant et l'adoption à droit constant aux couples homosexuels, le gouvernement choisit de permettre aux couples de même sexe d'entrer dans cette institution et de pouvoir composer une famille comme les couples hétérosexuels, c'est-à-dire de pouvoir le faire soit par une union de fait que l'on appelle le concubinage, soit par un contrat, le PACS, soit par le mariage. Qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever aux couples hétérosexuels? Alors s'il n'enlève rien, nous allons oser poser des mots. Nous allons oser poser des mots sur des sentiments et sur des comportements. Nous allons oser parler de mensonges à l'occasion de cette campagne de panique, de pseudo-suppression des mots de père et de mère dans le Code civil et dans le livret de famille. Nous avons donc décidé d'ouvrir ce mariage et cette adoption aux couples de même sexe. Le mariage qui, je le disais tout à l'heure, je le démontrais avec des références historiques et juridiques, a été une institution de propriété, puisque, je vous le disais, le mariage a d'abord servi à marier des patrimoines, des héritages et des lignées. Il a été une institution de possession, puisque le mari et le père avaient une autorité absolue sur l'épouse et sur les enfants. Il a été une institution d'exclusion. Nous l'avons vu. Le mariage civil a mis un terme
à une double exclusion des croyants non catholiques et certaines professions, donc toute une série de citoyens. Ce mariage, qui a été une institution d'exclusion, en incluant dorénavant les couples de même sexe, va enfin devenir une institution universelle. Enfin, le mariage devient une institution universelle. Alors, vous pouvez continuer à refuser de voir, vous pouvez continuer à refuser de regarder autour de vous, vous pouvez continuer à refuser de tolérer la présence, y compris proche de vous, y compris peut-être dans vos familles, de couples homosexuels. Vous pouvez toujours conserver le regard obstinément rivé vers le passé, et encore, en regardant bien le passé, vous trouverez des traces durables de la reconnaissance officielle, y compris par l'Église, de couples homosexuels. Vous avez choisi de protester contre la reconnaissance des droits de ces couples, c'est votre affaire. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Écoutez, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Je ne pense pas qu'il y aura de consensus en ce qui concerne la PMA. On n'arrivera pas à faire en sorte que Bruno Retailleau, par exemple, avec tout le respect que j'ai pour lui, ce n'est pas une question à dominer, mais on n'arrivera pas à faire en sorte que des gens comme Bruno Retailleau et d'autres soient favorables à la PMA. Vous avez déjà réussi à faire changer d'avis Édouard Philippe. Mais néanmoins, il y a 64% de la population française. Vous avez eu du mal à faire changer d'avis Édouard Philippe ? Je n'ai pas personnellement fait changer d'avis. Qui l'a fait changer d'avis ? Écoutez, je crois qu'il y a un engagement de campagne du président de la République d'ouvrir la PMA à toutes les femmes. Je n'ai pas connaissance qu'Édouard Philippe ait été fermement opposé à cela dans un passé récent. Et donc, nous mettons en œuvre, le gouvernement met en œuvre les engagements de campagne du président de la République. Donc, il n'y a pas de débat. Il a reconnu qu'il avait changé d'avis. À cet égard. Chacun a le droit d'évoluer, mais 64% de la population française est favorable à l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes. Il faut rappeler que la PMA, elle existe déjà en France. Simplement, elle est interdite pour les femmes qui sont mariées avec des femmes ou les femmes qui sont célibataires. C'est une discrimination parce que ça veut dire que du fait de votre vie amoureuse ou sexuelle, vous êtes discriminé. Nous voulons simplement mettre fin à cette discrimination. Ce n'est pas non plus une révolution. Elle sera remboursée par la Sécu, la PMA ? Oui, elle sera remboursée par la Sécurité sociale. Il n'y aura rien à payer. On ne remplace pas une discrimination par une autre discrimination. Et si il y avait des systèmes de remboursement différents selon que vous êtes hétérosexuel ou homosexuel, ce serait quand même assez scandaleux. Donc oui, elle sera remboursée. All for more means more for all. If it can be made, it can be used. And if it can be used, it can be made. History is bunk. Half the time equals double the yield. War is bad for business. As select alphas, conditioned to believe without knowing and to know without believing, you have been chosen to view the surrogate revelations and synthetic mysteries upon which all perfect and placibic belief is founded. Here before you are sacred teletime plex relics of the sanctified life, thought, and holy works of our Ford, from whose divine inspiration came the ultimate perfection of the endless assembly line, which has given us the ultimate, endless, perfect happiness of more things, for more wants in perfect balance, with more wants for more things. And it is from our inspired creator of the Model T that we derive our blessed sign of the T. Ford be praised. Let us now repeat the catechism. Community. Community. Identity. Identity. Stability. Stability. Ford bless you. I am Mustafa Mond, Assistant Controller to her Ford chip, Nixona Bic, Western World Controller, and I have been assigned to show you certain selected histobunk highlights from the past. But everything is perfect now, and everything will always be perfect. So what does it matter what things were like when it wasn't perfect? Excellent point, but quite misguided. Exposing future stability monitors, such as yourself, to the imperfection of the past is, of course, part of the perfection of the present.
Centuries ago, in primitive times, before the dawn of civilization, there were things that would be inconceivable to us today. Such things as poverty. Although there was actually land and food in abundance, some starved, because unlike our perfect society, they were unable or unwilling to balance population to consumption. Sometimes too much of one, or too little of the other. The result? Disease. And rather than eradicate the sources of disease, as we have done, the superstitious primitives continued to rely upon a quite useless class of technicians called doctors. Violence, which the ancients actually appear to have enjoyed and reveled in. While we have been perfectly conditioned to want only what we have, and to have only what we want, and are, therefore, always happy, the uncivilized ancients were prey to destructive emotions, such as ambition, hate, and love, which, of course, always led to violence, which in turn, naturally, led only to more violence, and senility, while we remain at the prime metabolic age of 35 to ensure a maximum level of useful consumption until painless death from chemostimulation between the ages of 80 and 90, the people of the past lacked the knowledge of how to stay young, even though they apparently valued youth so highly that they actually indulged in superstitious self-mutilation. As seminarians who will one day take your places in synthoculture stability centers, you must face these histobunk facts, unpleasant and even revolting as they sometimes are. Eating the actual flesh of animals, and even filthy things from the ground, and sometimes refusing to engage with more than one individual of the opposite sex, and even collecting into groups called families, a pervasively immoral concept of pre-civilized times. Yes, thoroughly disgusting examples of complete sexual perversion, as you can see. Did the primitive females actually... Yes. Primitive females gave viviparous birth to young. Like animals? Yes, physiologically, exactly like animals. I understand your reactions. Perhaps we should take a brief soma break. Naturally, none of what you have seen would be shown to betas or gammas, much less to deltas like these. But each of you is an alpha. You weren't mass-produced in computer-cloned Bakhanovsky batches. And you are all supremely happy, supremely content. But then, that is truly the perfection of our civilization. Everyone is adjusted. Everyone has been conditioned to want to do the work he has to do. And thus, everyone is perfectly happy, perfectly content. Alphas like you, betas, gammas, deltas like these, or even epsilons. Are you happy? Happiness for all is happiness for each. Are you glad to be deltas? Deltas all have lots of fun. Deltas get to play and run. Very good. But do you wish you had been incubated as alphas? No, no. Excellent. That's all.